Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un processus fascinant. Comment une simple promesse, une poignée de main, peut se transformer en un contrat solide qui a une véritable force de loi. Allez, on entre tout de suite dans le vif du sujet avec une question que tout le monde s'est déjà posée. Est-ce que n'importe quelle promesse que l'on fait a une vraie valeur aux yeux de la loi? Eh bien, pour répondre à ça, il faut d'abord poser les bases. Mettons-nous d'accord sur ce qu'est un contrat, au juste. Qu'est-ce qui le différencie d'un simple accord verbal? Alors, la définition peut paraître un peu formelle, mais l'idée est simple. Un contrat, c'est avant tout un accord de volonté, mais son but est très concret. Il est là pour créer des obligations légales, des devoirs que chacun s'engage à respecter. En fait, il faut voir ça comme un pont. Le pont qui nous fait passer d'une simple idée, d'une parole donnée, à un engagement qui, lui, a de vraies conséquences juridiques. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Ok, mais comment s'opère cette transformation? Comment passe-t-on de la promesse à l'obligation? Tout commence par un moment clé, un point de départ, la rencontre des volontés. Et cette rencontre, elle se fait en deux temps. C'est un peu comme une danse. Il y a d'abord une offre, puis, en face, une acceptation. C'est ce duo qui est à la base de tout. Alors attention, une offre, ça ne peut pas être quelque chose de vague. Elle doit être ferme et précise. Ça veut dire qu'elle doit contenir tous les éléments importants du futur contrat, pour que la personne en face n'ait plus qu'à dire « oui ». Et là, il y a une distinction super importante à faire. Il ne faut pas confondre une offre ferme, qui engage la personne qui la formule, et ce qu'on appelle une simple invitation à négocier. L'une est une proposition finale, l'autre, c'est juste une porte ouverte à la discussion. Donc une fois que cette offre bien claire est sur la table, l'acceptation, c'est le moment de vérité. C'est le oui sans la moindre ambiguïté qui vient sceller l'accord sur les termes qui ont été proposés. Et il y a une règle d'or en droit à une phrase célèbre. Le silence ne vaut pas acceptation. En clair, le fameux « qui ne dit mot consent », eh bien ça ne fonctionne pas ici. Un contrat, ça exige un engagement actif, une volonté clairement exprimée. Bon, on a une offre, une acceptation. C'est super, mais ça ne suffit pas. Pour que cet accord soit vraiment un contrat solide, il doit reposer sur des fondations saines et valides. Et ces fondations, ce sont trois piliers essentiels. On a d'abord le consentement des parties, ensuite leur capacité à s'engager, et enfin un contenu qui soit légal et clair. Penchons-nous sur le premier pilier qui est peut-être le plus crucial, le consentement. Pour qu'un contrat tienne la route, il faut que le oui ait été donné de manière totalement libre, sans pression et en toute connaissance de cause. Parce que si ce consentement a un défaut, s'il est vicié, comme on dit, alors tout l'édifice peut s'écrouler. Et les principaux défauts, ce sont l'erreur, la tromperie, qu'on appelle le dol, et la violence. L'erreur, c'est tout simplement quand on se trompe sur un point fondamental du contrat. Imaginez acheter un tableau en croyant qu'il est d'un grand maître alors que c'est une copie. Le consentement a été donné sur une fausse réalité. Le dol, là, on passe à un autre niveau. Ce n'est plus une simple erreur, c'est une tromperie volontaire. C'est quand une partie utilise des mensonges, des manœuvres pour pousser l'autre à signer. C'est de la malhonnêteté et ça annule tout. Et enfin, la violence. C'est le cas le plus grave, quand une personne est forcée de signer sous la menace, qu'elle soit physique ou morale. Là, évidemment, le consentement n'a jamais été libre. Passons au deuxième pilier, la capacité. C'est très simple en fait. Ça veut dire que les signataires doivent avoir le droit légal de s'engager. Par exemple, il faut être majeur et ne pas être sous un régime de protection juridique comme la tutelle. Et on termine avec le troisième et dernier pilier, le contenu du contrat. Il doit être licite et certain. Licite, ça veut dire qu'il ne peut pas porter sur quelque chose d'illégal. Et certain, ça veut dire que son objet doit être suffisamment clair et défini. Voilà, une fois que tous ces éléments sont réunis, offre, acceptation, consentement valable, capacité, contenu légal, ça y est, le contrat est officiellement né. On voit bien tout le parcours ici. On part d'une offre claire, quelques jours après, elle est acceptée sans la moindre modification, on s'assure que les trois piliers de la validité sont bien là. Le résultat, on a un contrat en bonne et due forme qui a force de loi. Et c'est ça le point le plus important à retenir. À partir de ce moment, cet accord devient une sorte de loi privée, mais une loi qui ne s'applique qu'aux personnes qui l'ont signée. Ce qui nous amène, bien sûr, à une dernière question, et pas des moindres. Maintenant que ce contrat existe, et qu'il est si puissant, que se passe-t-il si l'une des parties décide de ne pas respecter sa promesse?